hyper formateur. Enfin, mentalement, il faut être très, très costaud. Aux États-Unis, il y a énormément de compétitions et moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus dur de jouer en collège que de faire des ITF, quoi. L'expérience, elle est incroyable. On a des choses que jamais ici j'aurais eu. Je pense moi, j'ai été traitée comme quelqu'un qui est dans le top 10, honnêtement. Enfin, ils ont des moyens, ils allongent l'argent. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Quand t'es dans une grosse université. Et on avait commencé le match à 13h et je me souviens qu'à 17h30, j'étais toujours sur le court. Donc, ça avait duré hyper longtemps. Et il n'y a pas les avantages. On joue sans avantage aux US. Donc, c'était vraiment un long match. Et c'est vrai que je commençais à être vraiment fatiguée et c'était incroyable. Enfin, l'émotion après, à la fin du match, c'était génial, quoi. Je me souviens qu'on m'avait jeté le seau de Gatorade sur le dos. Enfin, voilà. Alors qu'on était au mois de février, qu'il faisait 10 degrés. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Beyond the Court. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle voie, d'un nouveau parcours plutôt méconnu mais qui gagne à se faire connaître, le championnat universitaire américain. En effet, vous ne le savez peut-être pas, mais d'anciens top 10 comme John Isner, Cameron Norrie ou encore Kevin Anderson ont participé à ce circuit. Et plus récemment le français Arthur Rinderknecht. Et pour discuter de cette voie de plus en plus attractive, j'ai le plaisir d'accueillir Margot Decker qui a justement suivi ce parcours singulier. Donc dans cet épisode, Margot va nous parler des raisons de son choix de partir aux États-Unis plutôt que de rester en Europe, mais également des différences de mentalité, de son rythme entre les études d'un côté et le tennis universitaire de l'autre. Enfin, elle nous raconte ses meilleurs souvenirs, ses meilleures anecdotes avec des rencontres presque aussi chaudes que lors de la Coupe Davis. Je m'arrête ici pour les présentations et je vous dis à tout de suite avec Margot pour découvrir les coulisses du championnat universitaire américain. Salut Margot, comment vas-tu ? Ça va et toi? Bah écoute, très bien, je suis ravi de t'avoir sur ce deuxième épisode du podcast Beyond the Court. Euh, L'objectif pour moi et pour nous en fait sur cet épisode, c'est de discuter de ton parcours assez singulier. En effet, tu as fait le parcours universitaire américain. Mm. Mais avant d'aborder ce sujet, j'ai vu dans un article que tu as fait, une interview, que tu avais mis un terme à ta carrière. Est-ce que tu peux nous dire les raisons ? Les raisons, voilà, j'ai fini mes 4 années aux États-Unis et puis voilà, au bout d'un moment, je voulais pas retourner sur le circuit. Parce que j'avais toujours un peu des problèmes de poignet et puis voilà, fallait tourner la page. Voilà, c'était voilà, par envie, j'avais plus trop envie, donc voilà. Ok. Donc c'est ça que j'aurais peut-être dû commencer par là, parce que tu as atteint quel niveau au niveau français et au niveau international ? Alors, j'étais numéro 50 française, c'était mon meilleur classement et WTA, je devais être aux alentours de la 800e place par là. Mais c'était il y a un moment, c'était il y a 5 6 ans, même plus. Ouais, c'était un moment. Ok, parce que ça, c'était avant que tu partes justement aux États-Unis. Mm. Ouais, c'est ça. Ok. Et là, tu as mentionné la blessure que tu as eue au Mm. poignet. Donc ça a eu un Ouais. rôle important dans ton choix actuel et aussi peut-être ton choix de partir aux États-Unis. Parce que tu as eu cette blessure quand ? J'ai eu cette blessure en décembre 2015. C'est la première fois où j'ai vraiment eu mal et je me suis fait opérer tout de suite en janvier 2016. Et donc c'était après le bac, quoi, parce que je voulais être joueuse pro. Et voilà, après le bac, on s'était dit avec mes parents, on irait all-in. Et malheureusement, je me suis blessée et ça a un peu remis les choses en question. Et je savais que j'avais pas forcément envie d'être prof de tennis. Et je sais que en ayant fait du circuit déjà avant, je sais que c'est compliqué, on ne gagne pas forcément sa vie. Et puis voilà, j'avais pas envie de galérer, quoi. Donc Ok. j'ai décidé de reprendre les études. C'est vrai que là, tu mentionnes beaucoup de choses. Ça veut dire que quand tu t'es blessé, tu étais entre guillemets à ton apex, c'était à ton meilleur niveau. Tu étais aux Ouais, alentours de la ouais, 800e c'est place ça, ouais. mondiale. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. J'étais au meilleur de mon niveau, ouais. Hmm. Et tu disais l'expression de faire all-in, donc vraiment de tout. Parce qu'en tant que joueur de tennis, quand tu es en ITF ou en challenger, enfin l'équivalent féminin, tu perds de l'argent en fait Ah quand tu es sur le bah circuit. totalement, ouais. Ah bah totalement, surtout quand tu démarres, quand t'es à 900, Hmm. 800, tu gagnes pas d'argent, quoi. Et enfin, moi, c'était mes parents qui payaient tout. Donc Hmm. voilà, j'étais pas à la fédé ou quoi. Donc ouais. Ouais, on se rend bien compte que bah, les sportifs, notamment dans le tennis, ou là où c'est compliqué, c'est que si on rentre pas en gros dans les grands chelems et on n'a pas ces gains des premiers tours, même si on perd juste au premier tour,
on peut pas vivre ou on vit très difficilement au tennis. En gros, ce qu'on dit généralement, c'est que autour de la 100-150e place mondiale, on peut vivre et au-dessus, c'est mort, quoi. Ouais, au-dessus, tu galères et en fait, si tu arrives à zéro, c'est bien, quoi. Si tu arrives à zéro à la fin du mois, c'est bien. Si tu arrives à zéro à la fin de l'année, c'est que tu as vraiment fait une bonne année en étant ouais, Ok. dans la 300e place. Donc Hmm. voilà, tu gagnes rien, quoi. Dans un sport ultra concurrentiel, où il y a quand même une densité importante Mm, et assez compliqué de se dire qu'il faut être. Parce que déjà, être 800e mondial dans un sport comme le tennis, c'est déjà pas évident. Mais mm, de pas réussir à vivre, il faut atteindre la 100e place mondiale pour réussir à vivre, mm, mm. il y a quand même ce Ah ouais, côté ouais, ouais. aberrant. Donc en fait, j'imagine que si j'en reviens à ton choix de partir aux États-Unis, c'est aussi pour continuer à jouer au tennis, c'est aussi justement pas faire all-in et développer donc d'autres compétences et avoir un diplôme, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, parce que bah en France, c'est pas possible de concilier les deux, quoi, de faire des études ou du sport. Il faut choisir à un moment donné, tu es obligé de choisir. Mmh. Et moi, j'étais pas prête à choisir et je sais que bah, le tennis a toujours été une partie de moi, donc abandonner ça d'un coup, ça aurait été compliqué, je pense. Et voilà, c'était la meilleure solution. Puis j'avais un bon niveau, donc je savais que j'aurais pu rentrer dans une très bonne université. Donc voilà, j'ai décidé de faire ce choix et honnêtement, je regrette absolument pas. Et si c'était à refaire, je le referais tout de suite, quoi. OK, OK, parce que, bah, pour ceux qui nous écoutent, peut-être qu'ils savent pas, mais c'est de plus en plus plébiscité. Je sais pas au niveau je connais moins le tennis féminin que le tennis masculin, mais tu me diras peut-être, mais au tennis masculin, il y a par exemple John Isner qui sort, du circuit universitaire. Mm, Plus récemment, il y a Cameron Norrie qui l'a fait aussi. Il y a mm, le Français Arthur, Rinderknecht qui ouais. en sort également. Donc on voit que c'est de plus en plus effectivement, bah, plébiscité et que, c'est une voie comme une autre et qu'on n'est plus nécessairement obligé de partir directement sur les ITF ou sur les challengers, à 18-17 ans pour essayer de grind en gros le circuit, quoi. Ah bah ça c'est sûr. Enfin déjà c'est hyper formateur parce que moi en ayant fait les deux, en ayant fait des ITF et en étant partie aux États-Unis, je vois quand même que c'est hyper formateur. Enfin mentalement il faut être très très costaud. Aux États-Unis, il y a énormément de compétitions et moi j'ai trouvé ça beaucoup plus dur de jouer en collège que de faire des ITF, quoi, parce que t'as pas la pression de l'équipe derrière toi, t'as pas tu vois, quand tu vas sur le circuit, tu penses qu'à jouer, alors que quand tu es Mmh. à l'université, bah, tu penses plus à tes cours. Enfin voilà, donc c'est beaucoup plus varié. Et moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus dur que de faire des ITF, quoi. OK, donc en fait, tu avais peut-être ce côté, un peu comme coupe Davis, pression de gagner pour l'équipe et pas juste jouer pour toi, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, ah, enfin, l'expérience, elle est incroyable. On a des choses que jamais ici j'aurais eu. Je pense enfin, moi, j'ai été traitée comme quelqu'un qui est dans le top 10, honnêtement. Enfin, ils ont des moyens, ils allongent l'argent. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Quand tu es dans une grosse université, comme tu disais, Rinderknecht, Isner, même chez les filles, il y a Danielle Collins aussi qui fait demi-finale l'an dernier, même Jennifer Brady qui était à UCLA. OK. Enfin, quand tu arrives à rentrer dans une de ces universités, donc en fait, en universitaire, ça joue par conférence, donc chaque université dans une conférence. Et tu en as 5 donc en D1, en division 1, qui sont les plus puissantes et ça s'appelle les Power 5. Mmh. Et celles-là, elles ont l'argent et en général, c'est là où la plupart des grands sportifs, même les sportifs américains, sortent de ces universités. Michael Jordan, il était à UNC. Mmh. Chez nous, on a des basketteurs qui sont sortis en Ouais, ouais, NBA. Joachim Noah notamment, Joachim Noah qui était chez les Gators, je sais plus, c'est Florida Gators, je crois? Gaëtan, ouais, c'est Florida, ouais. Enfin, tous les ans, ils ont des athlètes incroyables, quoi, qui sortent, Mmh. et parce que ils sont suivis du début jusqu'à la fin. Au lycée, ils sont suivis après, et on leur donne des moyens incroyables pour réussir. Et enfin, ouais, enfin, moi, c'était une expérience de fou, quoi. Ouais, parce que pour le coup, c'est une véritable institution, le sport Mm, mm. universitaire, aux Même le États-Unis. sport en général, hein, Oui. c'est pas du tout comme ici. Enfin, le sport, c'est vraiment quelque chose là-bas. Mmh. Et parce que moi je suis jamais allé aux États-Unis, ça se Mm. traduit comment le fait que ce soit vraiment culturel par rapport en France? Quelles sont les différences? Comment ça se traduit, selon toi? Bah déjà dans les infrastructures, enfin nous Ouais. c'était un truc de fou, quoi. Quand tu vois les stades de foot, tu te dis c'est de l'universitaire et t'as des gens qui viennent, qui traversent le pays pour voir un match. Mmh. Les stades sont pleins à craquer, les gens viennent la veille, ils font la fête sur le parking la veille, et puis après il y a le match. Et enfin, c'est un truc de fou, tu vois. Ils passent à la télé, t'as ce qui est
collège, basket, tout ça, ça passe. Le March Madness, c'est un truc de fou, quoi. Hmm. On en a pas en France, mais c'est un truc de fou. Les gens, ils font leur bracket avant le tournoi et ils essayent de dire qui va gagner. Enfin, et Ouais, ça, c'est les Fantasy League, ouais. même les gens qui ont 50 ans, enfin, c'est pas que les jeunes, quoi. C'est tout le monde et ils sont tous à fond derrière. Et le sport, c'est une vraie institution et c'est un truc de fou, quoi. Ok, ok. Et donc, toi, à travers ton expérience, parce que je sais qu'aussi c'est assez découpé en fonction des années. La première année, c'est quoi? C'est freshman, c'est ça? Mm. Ouais. Après, Et c'est sophomore, junior et senior. ok. Et t'as une vraie différence de statut au sein, par exemple, de l'équipe ou Non. non? Non. Après, ça, bon, tennis, non. Peut-être dans les équipes de foot, ça peut peut-être jouer un petit peu, mais pas tennis ou quoi. Non, ça joue absolument pas. Ok. Et donc, toi, tu as mentionné qu'il y avait différentes divisions. Toi, tu joues dans Mm, laquelle mm. division Moi, je joue en division 1 et pareil, j'étais dans une de ces Power 5 conférences. Et voilà, c'est là où on avait des grosses universités comme Texas, TCU, enfin vraiment grosses universités, quoi. Baylor. Ouais. Ok. Ok, ok. Et dans ton équipe, parce que moi, tu faisais simple et double. Ça se passait comment en fait? Une Mm. rencontre, concrètement, ça se passait quand? Alors, une rencontre, ça commence toujours par les doubles. Donc, il y a 3 doubles qui valent 1 point. Donc, il faut gagner 2 doubles pour gagner le point. Et ensuite, tu as 6 matchs, donc 6 simples, qui se jouent en même temps et tout le monde joue en même temps. Et avant, alors ma première année, ça faisait clinch. Donc, ça veut dire que une fois que la rencontre était gagnée ou perdue, du coup, ça s'arrêtait. Même si toi, tu n'avais pas fini ton match, Ah ça ouais. s'arrête. Ok, ok. Mm, Ouais, mm. donc en fait, Ouais, ça c'est m'est pas arrivé quelques fois. ah, c'est assez frustrant. Et puis même, est-ce que tu suivais les matchs qui se déroulaient autour de toi ou tu restais quand même dans ta bulle focus Ah t'es un peu dans ta bulle, mais il faut aussi que tu penses aux autres, tu vois. Il faut quand même que tu les encourages, que tu puisses être là pour les autres. Puis tu regardes, enfin, souvent il y a les tableaux de score, enfin, ils sont quand même assez gros, donc tu vois ce qui se passe un peu. Et puis Niveau ambiance à l'université, c'est comment il y a une vraie différence avec la France, j'imagine? quand on joue, ouais, enfin, des fois c'est un peu chaud, surtout quand on joue à l'extérieur ou que c'est des matchs un peu derby. Il faut avoir les nerfs solides parce que on joue jamais dans le silence, ça crie tout le temps, il y a toujours du bruit, il se passe toujours quelque chose. Donc ouais, il faut avoir les nerfs solides. Des fois c'est limite, voilà, limite tu te fais un peu insulter des fois quand tu vois quand tu viens d'autres universités. Donc voilà, il faut avoir un peu les nerfs solides, surtout quand ça joue. C'est des matchs qui sont chauds ou c'est des matchs de conférence ou que c'est vraiment important. Voilà, faut rester solide, quoi. Ok, est-ce que au niveau de l'équipe, il vous faut ressentir une certaine pression ou ça reste quand même Tu sais que quand tu arrives à commencer à jouer la conférence, tu sais que là, ça va être un peu plus sérieux et qu'il va falloir donner un peu plus. Et les coachs te le font ressentir. Après, nous, on n'a jamais eu, ils nous ont jamais dit, enfin voilà, on n'a jamais été non plus la pression à fond, mais on le ressent quand même, quoi. On sait que c'est un moment de la saison où il faut pas se louper, quoi. ok. Et tu as mentionné que les matchs se jouent en même temps. Est-ce que tu as le Mm. coach ou les coachs d'ailleurs, je sais pas s'il y en a plusieurs, ils ont le droit de vous conseiller au changement de côté, par exemple? Ah ouais, tout à fait. Même entre les points, ils sont là. Enfin, Ah moi, ça ouais, m'est arrivé que, ouais, derrière, qui sont juste derrière, entre les points et tout, ouais, ça arrive tout le temps. Enfin, c'est autorisé, donc c'est voilà. autorisé, ok, ok. Mais Mm, mm, comment tu le perçois, toi, vu que tu viens du tennis, on va dire, je vais appeler ça plus traditionnel, où tu es seul mm, sur le mm, court? Est-ce que ça te perturbait? Est-ce que tu apprécié? Parce qu'on sait que le tennis pourrait venir dans cette direction à mm, autoriser le mm. coaching. Et donc, Au début, c'était un peu bizarre parce que c'était un tout en fait. Quand tu es en équipe, faut savoir que quand tu es en équipe, c'est un truc que tu fais pas ici, mais tu dois t'encourager tout le temps là-bas. Même à hmm, l'entraînement, tu vois. Nous, donc on était les Wildcats et on devait toujours dire à l'entraînement Go Cats ou des choses comme ça. Donc ok, ça ouais. c'est quelque chose que voilà, quand tu joues au tennis, enfin en France du moins, moi c'était tu joues et tu tais en gros, tu vois. Tu vas pas Oui, non c'est plus ça, ouais. commencer à t'encourager comme un dingue, même si des fois c'est bien. Là-bas, même à l'entraînement, t'encourages les filles qui sont dans ton équipe et tout. Et quand t'es en match, pareil, tu vois, tu t'encourages à fond, t'encourages les autres. T'as le coach qui vient. Alors, moi, j'ai toujours eu l'habitude d'être assez indépendante et voilà, j'arrivais à trouver des solutions par moi-même et tout. C'est vrai que des fois, Mhm. c'est bien. Des fois, ça t'aide vraiment quand t'es un peu au fond du trou et que tu te dis, je trouve pas de solution. Des fois, c'est bien.
des fois, c'est très stressant parce que quand c'est des moments où c'est chaud, où c'est intense et que c'est déjà assez remonté nerveusement et que tu as quelqu'un derrière toi qui vient, qui en ramène une couche et une deuxième, des fois, moi, ça m'est arrivé de dire, OK, maintenant stop, voilà, c'est Ouais. moi qui joue, je vais y arriver, quoi. Et ouais, au début, c'est pas facile à se mettre dedans, mais au bout d'un moment, on s'y fait. Et puis, moi, ça dépendait vraiment des moments. En fait, il y avait des moments où j'en avais besoin, il y avait des moments où j'en avais pas du tout besoin. Il y a des moments où je préférais pas. Je sais que quand c'était intense, je préférais qu'on m'encourageait plutôt qu'on vienne me dire fais ci, fais ça. Donc, ça dépend vraiment du moment, quoi. Ok. Et donc, au-delà des matchs, comment t'es perçue en tant que sportive dans la faculté? Est-ce que tu sens une différence ou Bon, alors nous, on était une petite équipe. Alors, tennis, en plus, ouais? les gens, Ou ils ils sont moins connaissent pas intéressés non. peut-être par le tennis? Ouais, ils sont moins intéressés par le tennis et il y en a beaucoup qui savent même pas ce que c'est, en fait, aux États-Unis. Ok. Oui, Donc, t'es pas le quarterback ouais, de voilà, c'est l'équipe ça. de foot US, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais après, enfin, voilà, en général, voilà, quand tu dis que tu es un athlète, en général, les gens, ils t'aiment bien, ils sont sympas, les Ouais, profs sont hyper cool. tu Voilà, représentes l'université de toute façon, donc en ouais, voilà, fait, c'est à ça. travers Ouais, ton ouais. sport, donc. Mm, mm, ouais. Ok. Et donc toi, tu dirais que tu préférais quoi? Cette ambiance universitaire avec peut-être ses excès, ou t'aimais bien quand même l'aspect plus d'être seul dans ta bulle, ou Ah, ça dépend, ça dépend. Franchement, c'est super. Moi, si je devais le refaire, je le referais. hmm, C'est beaucoup d'émotions en fait. Et ça, quand tu es seul, tu le ressens moins. Alors que quand tu es en équipe, tu le ressens vraiment, quoi. Il y a vraiment beaucoup d'émotions derrière. Et quand tu gagnes, et que c'est bien, toi. Tu as les gens qui sont avec toi et qui savent ce que tu as fait, les efforts que tu as fait et tout. Donc, j'ai bien aimé les deux. À choisir, je sais pas. Je pense que d'être en équipe, c'est mieux parce que tu es quand même plus entouré. Quand ça va pas, même quand tu es en match et que ça va pas, tu vois, il y en a toujours une qui s'en rend compte ou tu as quelqu'un qui s'en rend compte hmm. et qui est là, qui essaye de te pousser et qui dit allez, ça va aller. Donc, je Ah, dirais plutôt en équipe, ouais. surtout qu'au tennis, bon, on peut pas se cacher. Enfin, c'est le principe du sport individuel. Et ça se voit très vite en fait avec le body language que si ça va pas Ouais, ou non, ou au contraire si t'es motivé. Enfin, il y a quand même ouais. des joueurs, par exemple, en France, tu as un Gaël Monfils qui peut passer du tout à rien ou inversement, en quasiment en claquant des doigts, quoi, juste parce qu'il se remet dedans grâce au public, juste pour un point, un coup, Mm. quoi. Ah, mais ben, en universitaire, c'est pareil, tu vois, il y a rien peut se remettre dedans et c'est pour ça que c'est aussi, je pense, plus dur de faire du collège que de faire un peu d'ITS. C'est que vraiment, ils se battent, mais Mmh. t'as l'impression qu'ils jouent leur vie. Tu vois, les filles, t'as l'impression qu'elles vont jouer leur vie. Enfin, moi, j'ai eu des expériences de match. Mmh. C'était vraiment meurs ou gagne, quoi. Mmh. Et c'était bien, enfin, mais tu sais que tant que t'as pas serré la main de ton adversaire, c'est que c'est vraiment pas fini, quoi. C'est jamais fini là-bas. Mmh. Ouais, parce qu'en fait, vous jouez pour une cause supérieure qui est, entre guillemets, «la Mm. réputation de la fac», et c'est pas juste pour votre «petit nombril», entre guillemets, Ouais, ouais, voilà, c'est ça. OK. Ouais. Et c'est quoi au final le niveau? Tu estimerais à quoi le niveau? Tu as joué des joueuses, donc j'imagine qui étaient quand même, ben, très, très fortes, Mm. mais tu estimerais leur niveau, tu pourrais l'estimer leur niveau par rapport au classement WTA ou pas du tout? Alors, ça dépend des universités. Franchement, c'est des universités, ça joue genre top 200 facile. Enfin, nous, on avait Texas dans notre conférence. Donc, Mmh. Texas, c'est ceux qui ont gagné l'an dernier les NCAA, qui était numéro une du pays, quoi, qui ont gagné le OK. championnat OK. universitaire. Et alors, je sais pas si tu connais, mais il y avait les sœurs Tourati qui étaient là-bas. Et il y en a une qui est Non, top, qui je est connais genre pas. là, aux alentours de la 200, 250e place. OK. Donc voilà, donc ça joue. Il y en a qui jouent vraiment, vraiment bien, quoi. Il y avait Daniel Collins. Voilà, donc ça joue vraiment, vraiment bien dans les grosses universités. OK. Parce qu'il y a des joueuses qui font aussi l'université et en même temps le circuit ITF, par exemple? Ouais, Ou alors sur le ça, circuit ouais, il y en a WTA? qui le font. Il y en a qui le Mmh. font. Moi, on m'avait proposé si je voulais continuer à le faire, parce qu'à Ouais. l'époque où j'avais fait ma visite, j'avais dit, oh, peut-être et tout, mais du coup, je l'ai pas fait. Mais il y en a qui le font. Moi, dans mon université, il y en avait une qui y allait. Mais par contre, c'est que pendant la saison où on joue un peu plus pour nous. Donc, le fall, donc de septembre à décembre. Là, tu peux OK. faire des ITF, etc. Par contre, c'est impossible de faire un ITF quand tu joues en saison, que ça compte vraiment pour l'équipe. Donc, de janvier à mai, c'est impossible, quoi. Ou très peu de.
Peut-être quelques-uns le font, mais très peu, Mmh. quoi. Ouais, parce qu'en gros, tu joues quasiment toutes les semaines. C'est ultra condensé, j'imagine, le Ouais, championnat. ouais. On fait à peu près une vingtaine de matchs sur, euh, sur 4 mois, quoi. Et c'est tous les week-ends. Enfin, on a rarement Mmh. un week-end de libre pendant la saison, quoi. Et tu comptes les doubles dans les 20 ou tu comptes pas les doubles? Mais de toute façon, il y a toujours une rencontre, c'est Oui, oui. simple et double. Donc, OK, oui, donc OK. mm, Donc ouais, c'est assez intense. De toute façon, c'est le modèle américain, hein. Moi, je suis un petit peu la NBA. Effectivement, ils jouent, je crois la saison elle doit durer 7 mois, un truc de octobre à mm, juin généralement, quelque chose comme ça. Donc un peu plus quoi, 8 mois et après ils ont une ouais. grosse off-season, beaucoup plus que j'ai l'impression que dans le foot, je dirais, peut-être? Enfin, faudrait voir, mais en gros, j'ai Ah, l'impression que dans le foot, ils jouent beaucoup moins. Ils jouent que donc le fall, donc c'est de août à, enfin fin août à. Après, ça dépend s'ils sont qualifiés après ou pas, mais ouais, en ils play-off, jouent ouais. beaucoup moins. Ah mais je parlais par rapport au foot européen, mais effectivement, oui, au Ah foot oui, US, je crois que la ouais. la saison régulière, ça doit être une vingtaine de matchs ou 15 matchs, je sais même plus, enfin c'est Le football américain, non, même pas, ouais. même Même pas. pas? OK. C'est, bah non, ils jouent ouais une quinzaine de matchs, ouais même, OK, OK. ouais une quinzaine. Ouais. Ça dépend des conférences après. D'accord. OK. Et si on revient quand même au tennis à l'université, Mm. américaine, ouais, l'entraînement, j'imagine, bah, tu t'entraînais quasiment comme une professionnelle au final, quoi? Ouais, on s'entraînait à peu près 2 fois par jour, donc une fois tennis, une fois physique. Enfin, ça dépendait un peu de ton programme. Ça dépend après des universités, de ton programme, des cours. Enfin voilà, il y a plein de choses qui dépendent. Mais on s'entraînait à peu près 2 fois par jour, quoi. OK, donc ta journée type, ça ressemblait à quoi, par exemple? Une Si tu en journée avais type une? avec une journée type, ça commence très tôt, hein. Il faut Ouais. 6h30 à la muscu en général le matin. OK, ouais. Après, tu vas au petit-déj en général. Après, tu as cours. Donc, on va dire aux alentours de 9h30, tu as cours jusqu'à maximum midi et demi, 13h30 max. Et après, tu as entraînement, donc tennis l'après-midi. Et après, tu vas manger en général. Et après, bah, soit tu as des devoirs et tu vas faire tes devoirs. Enfin, ils ont des espaces dédiés pour les athlètes. Et tout le monde fait un peu les devoirs ensemble. Soit tu rentres chez toi. Enfin, ça dépend. Mais ça peut faire des très longues journées, surtout au début, quand tu es freshman, ils font attention hein, quand même que tu suives les cours et tout. Donc ça peut faire des Mmh. très longues journées, quoi. OK, OK. Parce que ouais, si tu un statut particulier en tant que sportive, Mm, à la mm. faculté, tu assistes peut-être pas forcément à tous les cours, non? Enfin, c'est peut-être Ah aménagé? si, si, si Si, si? ah non, par contre, on a assisté à tous les cours. Enfin, OK. après, c'est Oui. comme chacun veut, mais bon, ça Oui, dépend oui. des profs. Il y en a qui prennent, qui font l'appel, il y en a pas. Mais Mmh. c'est plutôt conseillé d'y aller. Et, OK. et après, par contre, quand on part en tournoi ou en match ou quoi, en général, les profs le savent. Donc, on avait une lettre en début d'année, on leur donnait avec toutes les dates où on n'était pas là, si on ratait Mmh. un devoir, soit on le faisait avant, soit après, soit ils nous faisaient faire quelque chose d'autre. Voilà, ça dépend des universités. OK, OK. De toute façon, ils sont habitués, enfin, je veux dire, ils gèrent Ouais, tellement de sportifs et cetera, oui, oui. ça roule, quoi. Ça roule Ouais, ouais, ouais. là-dessus. Ouais, et puis ils le savent, et puis ils sont assez cool. Enfin, moi, j'ai toujours eu des profs qui étaient hyper bienveillants par rapport à ça. Donc, ça, c'est bien. Ouais, et tu étudiais quoi au final, aux États-Unis? Alors, j'ai fait un bachelor en communication et avec un mineur en leadership. Et ensuite, j'ai fait un master en communication de masse et journalisme. OK, donc c'est assez varié au final. Enfin, tu Mm. as touché à pas mal Ah de bah choses. ouais, tu peux faire. En fait, j'avais commencé avec un major en business et c'était pas trop mon truc. Et puis j'ai changé en communication, mais ouais, il y a plein. Enfin, c'est hyper varié. On peut faire ce qu'on veut. Il y a des trucs. Moi, j'ai une fille dans mon équipe. Elle a fait 2 majors, donc elle a fait psychologie, anthropologie, français et OK. criminologie. Donc, ça peut Effectivement, dire. ouais. Ouais, c'est Oui, assez varié. rien à voir, ouais. Ouais, Effectivement. ouais. Après, ça crée des profils, très particuliers, intéressants. Bon, Mm, certains vont te dire que c'est un peu qu'il y a aucun lien et en fait ça servira à rien, mais au final ça ouvre l'esprit, quoi, enfin. mm, mm. Ah ouais, non, en plus, aux États-Unis, c'est pas comme le système universitaire, c'est pas comme en France. Il y a un espèce de tronc commun que tous les étudiants sont obligés de prendre certaines matières, toutes les mêmes. Et OK, après, un peu seulement, tu vas vers ta spécialisation. Et tu peux très OK. bien être en classe avec des gens qui sont en première année comme ils sont en dernière année. Donc, ça dépend. Donc, ça, c'est sympa. Et des fois, tu as des petites classes de 15, 10. Des fois, tu as des grandes classes de 100, 200 étudiants. OK, ouais, effectivement, c'est très varié, sur Mm, tous les aspects, quoi. mm. Ouais. Mmh.
Et tu as mentionné tout ce qui était médias, communication, Mmh, ce que tu avais pu étudier. ouais, J'ai vu que tu avais travaillé, en tant que bénévole, aux internationaux de Strasbourg, donc ça, j'imagine que il ouais, y a un lien ou pas du tout? un lien avec, mes Bah, études? je veux dire dans le sens, vers où tu voudrais aller, en fait, en lien avec ton diplôme quoi ou? Oui et non. Alors en fait, les Internationaux de Strasbourg, c'est un tournoi que je vais depuis que je suis toute petite. OK, Je pense que c'est l'un des premiers tournois professionnels que j'ai vu. Mon père m'emmenait tout le temps le mercredi après-midi après l'école. OK, J'ai eu la wildcard, avant de me blesser, j'ai eu la wildcard, il me semble, pour jouer les qualifs. OK, Et enfin, c'est toujours un tournoi que, en plus, c'est dans ma région, donc que j'ai tenu à cœur. Voilà, je m'étais dit, bah, écoute, si je peux travailler, voir comment c'est un peu l'envers du décor, je vais demander. Et puis, ça a marché. Et puis, voilà, ouais, je me suis retrouvée là-bas. Et puis, c'est sympa. Sympa de voir un peu l'envers du décor parce que quand on joue, on se rend pas compte de l'organisation que c'est et des gens qu'il y a derrière et qui travaillent. Et OK. c'était cool de voir tout ça, quoi. OK, parce que tu faisais quoi en fait? Qu'est-ce qui, par exemple, t'a surpris au niveau de l'organisation, d'un Ah ben, je pensais tournoi, pas qu'il y avait autant de gens derrière, quoi. C'est une Mmh. organisation de dingue, en fait. Mmh. Ils travaillent jour et nuit, quoi. Il y en a qui travaillent jour et nuit, quoi. Mmh. Pour que pendant une semaine, ce soit un bel événement. Mmh. Surtout qu'en plus c'est un WTA 250 et c'est la semaine avant Roland, c'est ça? Ouais, ouais, bah Donc c'est c'est vraiment Krejcikova qui a gagné à Strasbourg et qui a gagné après derrière à Roland. Donc c'est OK, cool. effectivement, Mm. ouais. Et tu voudrais rester dans le monde du tennis ou là tu vas t'orienter sur quelque chose qui n'a absolument rien à voir? Peut-être, je sais pas, on verra. Mais le tennis, enfin, c'est toujours ma passion en fait maintenant que j'ai arrêté, je me rends compte un peu de ce que j'ai fait et les 4 années, enfin on commence à se rendre compte de ce qu'on a fait et c'est vrai que des fois ça me manque, c'est vrai, mais Mmh. ouais pourquoi pas, on verra, à voir. OK, parce que là tu joues encore ou, ta blessure au Je poignet est joue, trop? je joue une fois par semaine à peu près, OK. mais genre juste comme ça. Je veux plus faire de matchs, de compétition, ça c'est terminé, ça c'est sûr. Mais juste pour taper la balle un peu, pour rester au contact du tennis et tout, donc ouais. Ouais, bah, j'imagine, bah, forcément c'est compliqué de couper complètement les ponts, Ouais, bah, sur une il y en a beaucoup qui, quand ils arrêtent, après, ils rejouent pas pendant un certain moment. mmh. Moi, j'ai une fille dans mon équipe, elle a pas joué pendant 1 an, et elle a repris seulement après. Donc, parce que c'est quand même une vie, des fois, ça peut être épuisant. Oui, Donc, oui. il faut un peu calmer le U jeu, quoi. une sorte de rejet complet du Mm. sport, parce que, bah, enfin, au final, tu as dédié ta vie, enfin, je veux dire, Ouais, voilà, au c'est ça. sport quasiment de la même manière que quelqu'un qui a atteint le top 100. Sauf que, bah, toi, Ah pour des bah ouais. raisons comme tu as parlé de l'incertitude du sport et notamment des blessures. On voit que c'est, très important enfin, c'est très incertain une carrière sportive et c'est pour ça Mm. que c'est important de développer d'autres compétences et qu'on met souvent en avant les diplômes, quoi Ouais, et les ouais, ouais, études. totalement. Je Totalement. sais que dans enfin, l'académie Nadal, je crois qu'il met pas mal ça en avant aussi et aussi dans les centres de formation au foot, en Europe, notamment à Lyon, c'est quelque chose de relativement important pour eux de développer quand même l'aspect, scolaire, études et ce que tu me disais aussi aux États-Unis, quoi. Enfin, je veux dire, c'est que tu dois assister aux cours et cetera. Enfin, je veux dire, tu pas non plus des passes droits parce que tu joues, c'est pas un diplôme en carton que tu vas choper, quoi. Faut que tu travailles, quoi. Ah bah, c'est sûr, ouais. Ça a été 4 ans où travailler à fond, quoi. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, quoi. Il y a pas vraiment de pause, quoi. Donc, Mmh. Ouais, tu en sprint pendant 4 mois, 6 mois enfin, en fait, pendant que tu es en études et que tu as les matchs, en plus. mmh. J'imagine que la période, tu m'as dit de janvier à mai, où tu as les matchs, ça doit être ultra intense. C'est la période la plus intense, j'imagine? Ouais, et ça passe tellement vite, en fait. C'est pour ça, moi, les 4 ans, je les ai pas vus passer parce que tu te poses pas la question, en fait. Tu y vas et tu te poses pas la Mmh. question et t'es tout le temps dedans. Enfin, moi, je pense pas que dans ces 4 mois-là, on a un jour de repos. C'est un jour de repos, c'est quand t'as pas de Mmh. tennis en général, mais Ouais. t'as d'autres choses, quoi. C'est Oui, tu soit as le taf, des études et cetera, ouais, quoi. soit tu as les études, soit encore tu vas souvent quand enfin, on joue quand même beaucoup, on voyage beaucoup, on est souvent fatigué, donc il y a souvent des petites blessures ou des petites choses qu'il y a à faire. Donc on a souvent kiné les jours de repos. Voilà, quand tu fais du kiné, tu vas faire du renforcement. Donc en gros, tu t'arrêtes jamais, quoi. Ouais. Ouais, effectivement, bah, là, tu une vie professionnelle, ta vie est dédiée au tennis, quoi et après Ouais, aussi à voilà, tes c'est ça. études, Ouais. en parallèle, mais enfin, je veux dire, ça doit être carré, quoi. Ah bah, il faut, hein. Mmh. Ouais et j'aime
là, on a beaucoup parlé de l'université américaine, donc c'est très Mmh. intéressant, mais aussi en France, parce que tu as fait un pôle ou tu as fait quelque chose? Tu étais dans une Ouais, structure en France? ouais, alors au début, donc je suis partie de chez moi, j'avais 12 ans. Alors au début, j'étais dans un club où j'avais des horaires aménagés avec un collège et tout ça. Et ensuite, je suis allée en pôle espoir à Besançon. Et là, j'ai commencé les cours par correspondance. Donc j'ai fait le CNED de ma cinquième jusqu'à ma terminale. Donc j'ai passé le bac par correspondance. Et Ok. j'étais en pôle pendant 4 ans. Et donc, ouais, de ma cinquième jusqu'à ma seconde. Et après, je suis partie à Montbéliard, à l'ASCA, parce qu'ils avaient une structure pour après le pôle, on va dire, quoi, pour les plus Ouais. vieux qui vont vraiment un petit Mhm. peu plus sur le circuit. Et voilà. Ok. Et au niveau des moyens, tu me disais que ça avait rien à voir par rapport aux États-Unis, il y avait moins de moyens, quoi. Ah bah là, c'est pas Ouais. comparable. Hein. Mhm. Enfin, déjà, les infrastructures, c'est un truc de fou, quoi. C'est même pas en France, je suis même pas sûre que à l'INSEP, ce soit comme ça, sachant que dans tous les universités, c'est des trucs de fou. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça. Mhm. Et Ils c'est ont, comme ça pour ils tous ont, les sports, quoi. ah oui, oui, c'est comme ça pour tous les Mhm. sports. Ils ont des moyens enfin, qu'on n'aura jamais en France. On regarde Mhm. Texas. Donc, l'Université de Texas, ils ont leur budget pour te donner un budget de l'athlétique. Donc, pour tout le département du sport, c'est 100 millions à l'année. Enfin, c'est un truc de fou, Ok, quoi. ok. Et ils donnent tout pour les athlètes. Enfin, voilà, c'est souvent des donneurs. Donc, c'est pas comme ici, c'est des gens qui donnent de l'argent, en fait. C'est pas, après, t'as les droits Mhm. télé et tout ça. Mais c'est beaucoup des gens qui donnent de l'argent parce que ils ont envie, enfin, voilà, ils supportent l'université et ils ont envie que ça marche, quoi. Ouais, ouais, bah, tu me dis là, donc encore une fois, culture sportive, ils veulent que Mm, ils sont, comment dire, ils adorent leur fac, ils veulent que ça réussisse, ils sont fans, mm. Ouais. etc., quoi. Ah bah la réussite chez eux, c'est hyper important, quoi. C'est vraiment, ça veut dire quelque chose, quoi, de réussir là-bas, surtout dans le sport. Mhm. Oui, t'as une sorte de respect parce que, bah, encore une fois, tu es dans les meilleurs d'un domaine ultra Mm, concurrentiel, donc ils respectent ce mm, genre de mm. choses là-bas. Et on le voit en fait, les moyens, on voit que les résultats, par exemple, aux médailles des Jeux Olympiques. Enfin, je veux dire, en France, on pourra jamais concurrencer. Après aussi, Ah bah il y a, non, c'est sûr. il y a la démographie, mais il n'y a pas que la démographie. Il y a aussi les moyens qui sont mis, quoi. Enfin, Ah, il y a les moyens, puis c'est culturel aussi, c'est plus culturel que chez nous. Enfin, c'est ce que je disais. Ici, c'est le sport, c'est plus en mode loisir, quoi. Alors que là-bas, c'est vraiment, voilà, si tu réussis dans le sport, c'est que c'est la réussite, c'est le travail, c'est bien vu, tu vois. hmm, C'est pas du loisir. Moi, je le vois, les Américaines que j'ai pu jouer là-bas, c'est hyper compétitif, tu vois. Ça veut vraiment hmm, gagner. Tu vas sur le terrain, elles ont le couteau entre les dents. Alors qu'ici, des fois, c'est un peu bon. Voilà quoi, j'y hmm. vais pour m'amuser quoi. Alors que là-bas, ah non, non, c'est Ok. vraiment la compétition, je veux Même au gagner. niveau auquel tu étais, tu considères qu'il y avait une énorme différence de mentalité, quoi? Parce que tu étais quand même à Ah un bah, niveau où c'était du sérieux, c'était, quoi? ah bah là, il fallait pas se laisser marcher dessus, hein. Là, c'était, ah non, non, c'est vraiment hyper compétitif. Même, franchement, même pas comparé aux ITF, moi j'ai trouvé que c'était hyper compétitif et je m'attendais pas à ça avant de partir. Et vraiment, les filles, elles sont là-bas et elles veulent gagner quoi. Et en fait, c'est super bien parce que même si tu joues quelqu'un qui est un peu moins bien, un Mmh. moins bon niveau que toi, tu sais très bien qu'elle va rien lâcher, qu'elle va essayer de t'embêter, qu'elle va vraiment essayer de gagner et toi tu peux jamais un peu baisser la garde quoi. Il faut vraiment que tu sois à fond aussi donc c'est cool quoi. OK. OK, OK. Juste, je te propose qu'on fait un peu cette page, université américaine Mm, et mm, j'aimerais mm. bien savoir parce que, tu pas pu continuer parce que tu as eu ta blessure, mais est-ce que tu aurais voulu continuer si le tennis était un peu différent et qu'il y avait moyen de vivre plus facilement au tennis avec un classement plus élevé? On sait quand même que c'est une des grosses problématiques que j'ai avec le tennis, c'est que ce que j'essaie de faire avec Beyond the Court, c'est de montrer en fait que le tennis n'exploite pas sa base de fans et qu'en fait on prend ça comme quelque chose d'acquis, le fait qu'il y ait que 100 ou 150 joueurs qui vivent du tennis, alors que pour moi, c'est pas forcément le cas en fait. Et je sais pas ce que tu penses de ça. Est-ce que tu penses qu'il y a des moyens ou des solutions pour améliorer ce système et faire en sorte que plus de joueuses et de joueurs puissent vivre du tennis? Bah il faudrait avoir des dotations de tournois un peu plus élevées même pour les petits Mmh, tournois quoi et pas tout donner au grand chelem ça c'est sûr. Après, mmh, c'est un sport individuel, donc c'est difficile à dire. Tu vois, c'est pas dans une équipe où tu peux mmh. être rémunéré par rapport à un club ou quoi, donc c'est très Ouais, je sais, compliqué bah, de.
J'avais fait justement une vidéo là-dessus où j'avais axé sur John Isner, une interview de John Isner qui avait fait chez Forbes. Et c'est assez intéressant. En fait, il disait que même lui, bon, il gagnait bien sa vie, il se plaignait pas, Mmh mais mh. il expliquait qu'en étant top 10, top 15, top 20, il gagnait pas tant que ça. Il faisait des comparatifs par rapport à d'autres sports américains, notamment le basket. Et il gagnait en gros 3-4 millions la saison juste en gains en tournoi. Après, il disait bien sûr, il y a les sponsors, etc. Mais qu'en fait, on se rendait pas compte du nombre de dépenses qu'il y avait, quoi. Vu qu'en fait, bah, eux, comme ils voyagent partout, ils doivent payer leur voyage, leur commodité, etc. Mais ils payent aussi les commodités de leur équipe. Mmh mh. Donc ça, c'est à prendre en compte. Ils payent bah, leur cordage. J'avais regardé Isner, en gros, j'avais fait le calcul, il dépensait 10 000 dollars par an juste en cordage, tu vois. Mmh. Donc c'est quand même assez important, rien que ça. Enfin, il Ouais. expliquait qu'il pouvait perdre de l'argent même en faisant un premier tour à Wimbledon. Enfin, ça c'était assez compliqué. Enfin, c'est particulier quand il expliquait que le prix de l'immobilier explosait à ce moment-là parce qu'en fait, bah, il y avait les journalistes ou les joueurs qui arrivaient et qu'en fait, le prix d'une maison, si tu voulais être logé en individuel, donc être bien logé parce qu'il avait des attentes à Wimbledon pour le coup, Isner, et ben, il devait mettre la main à la poche, quoi. Et s'il perdait au premier tour, il perdait de l'argent. Malgré les Mmh. revenus qu'il pouvait tirer, enfin, les gains qu'il pouvait avoir, il perdait au final de l'argent en perdant au premier tour, quoi. Bah, ouais, après quand tu es en club, quand tu es dans une équipe, tu Mm. as le club qui a des revenus et enfin donc c'est différent alors que là quand tu es Mm. tout seul, bah tu peux compter que sur toi quoi. Après bon, tu peux avoir des sponsors mais ça te rapporte enfin à un petit niveau, on va dire que ça te rapportera pas grand-chose donc honnêtement, je sais pas, c'est sûr qu'il faudrait augmenter la dotation des tournois. Après pareil, pour que la dotation des tournois augmente, il faut des sponsors, il faut des gens qui Oui, il faut soient qu'il y ait un capables intérêt de pour ces tournois, en fait. Il faut que tout ouais simplement qu'il y ait de voilà. l'intérêt. Mais je sens une des particularités du tennis, c'est qu'on dit souvent qu'on parle souvent de la redistribution, donc effectivement Mmh. qu'il y a un problème. Tu le mentionnes, enfin, c'est très axé sur les grands chelems, mais en même temps, bah, c'est là où il y a le plus de visibilité. Les gens, enfin, malheureusement, c'est là où c'est ces 2 mois dans l'année, ou 4 fois 2 semaines, où les gens sont vraiment intéressés par le tennis. Le reste du temps, c'est les vrais fans, mais les masses ne sont pas vraiment intéressées, Mmh. quoi. Mmh mh. Ouais. Et, ce que je veux dire par là, c'est que je sais pas si tu suis trop la Formule 1, mais en gros, bah, c'est depuis quelques années, il y a eu Liberty Media qui en fait, enfin, c'est un média qui a racheté les droits pour gérer la F1. Et eux, ils ont mis en place une communication complètement différente avec les réseaux sociaux. Et notamment, je pense que tu as dû entendre parler de la série Drive to Survive. Je sais pas si ça Mmh. te parle, non? Sur Un Netflix, petit peu. un petit peu. En Mmh. gros, c'est la figure de proue de leur nouvelle communication. Et grâce à ça, ils ont réussi à développer le sport beaucoup plus, et notamment à pénétrer le marché américain, alors qu'en F1, ils sont plus NASCAR, donc un autre voiture automobile. Et je pense que le tennis pourrait aller dans cette direction de faire en sorte d'améliorer leur communication sur les réseaux sociaux, et pourquoi pas faire aussi des insides, en fait, parce que les gens, ils veulent, je pense, de l'humain, et qu'on connaît pas trop les joueurs, on les connaît pas tant que ça. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, on les connaît pas tant que ça, mais pareil, pour ces insides ou quoi, ce serait des gens qui sont dans le top, que les gens Ouais. ont envie de voir, tu vois, un mec à 600, 700, enfin, il va peut-être pas forcément faire autant rêver que Mm. un Joko ou un Gaël Oui, Monfils. Enfin, donc, c'est sûr. bon. Après, je pense comme ça peut quand même réussir. Par exemple, je sais pas si tu suis sur YouTube Jules Marie. Je sais pas si ça te Enfin, parle. je connais les vidéos, enfin, j'ai déjà Ouais. entendu parler, mais j'ai jamais vraiment regardé. Et Jules Marie, je vois un peu quand je faisais les CNGT, il faisait souvent aussi des mêmes Ok, CNGT. ouais. Donc, Bah, justement, ouais, bah, il raconte tout simplement ses matchs, il les diffuse, quoi. Il fait des résumés, etc. Puis, bah, avec des ouais, débriefings, etc. ouais, donc c'est lui en fait, c'est par rapport Oui, à lui, tu c'est vois, il lui. a pas de revenus, enfin Mmh. voilà. Mais je pense que ça peut passer aussi par les joueurs. En fait, c'est ça que, genre, Mm. en fait, que ce serait une sorte de sportif X, créateur de contenu, en fait. Bah, Et aux États-Unis, enfin maintenant, ils ont autorisé les athlètes qui sont en universitaire, donc les athlètes mmh, américains, pas les internationaux, mais à un peu genre promouvoir leur image, faire des trucs, des sponsors, machin, sur les réseaux mmh. sociaux et tout. Avant, c'était pas autorisé, cette année, c'est la première année que c'est autorisé. Et Oui, ils ont le droit ouais, d'être payés, c'est ça maintenant. Ils ont le ouais, droit maintenant d'être ils ont le droit rémunérés. ouais, parce qu'avant, en fait, t'avais pas le droit, en fait, la Mmh. NCA, donc l'association de collège t'autorisait pas à vendre ton nom, à donner ton nom pour, je sais pas moi, vendre des boissons énergisantes par exemple. Alors que maintenant, c'est Mmh. autorisé pour les athlètes américains qui sont en collège.
Mhm. Alors, je sais pas si ce serait quelque chose qui serait possible de faire, je sais pas. Mm. Après, aux États-Unis, ça fonctionne. Enfin, les joueurs peuvent vivre de ça, encore une fois, parce qu'il y a un véritable intérêt pour le Mmh sport mh. universitaire américain. Donc, on en revient toujours là. Faut qu'il y ait un public. Et s'il y a un public, il y a les marques ensuite qui sont intéressées pour sponsoriser, etc., Ouais, quoi. voilà, c'est pour ça que je dis un peu, je sais pas si ça marcherait vraiment, de faire ça avec le tennis parce que je sais pas si ça Ah, intéresse tant je de pense gens qu'il y que a ça, quand quoi. même moyen de mieux faire, effectivement. Oui, c'est sûr, il y a moyen de mieux faire, ça c'est Mm. sûr. Après, je pense que ouais, ouais. Dans le sens, parce que pour romancer la taille du gâteau, j'ai parlé de la rémunération, en termes de, comment dire? De sponsors. Mais il y a Mmh. aussi dans le sport, c'est les droits télé qui sont au centre des revenus. Par exemple, en NBA, encore une fois, ils vont augmenter les droits drastiquement, et même que les payes des joueurs, le contrat max, le fameux contrat max que tu peux avoir en NBA dans une équipe, est indexé sur le contrat des droits télé. Mmh mh. Et le tennis, il y a un groupe, il y a un paradoxe en fait, c'est que il y a C'est la beaucoup de fans de WTA et tennis, mais il y a très peu, les droits télé sont très faibles par rapport au nombre de fans. Et ce que je voyais, c'est que, en fait, les problèmes, c'est que c'était les tournois qui allaient individuellement. Par exemple, Roland Garros comment dire, va voir Amazon Prime mmh pour mh. enfin, mettre une appel d'offres pour qu'Amazon Prime ensuite ait les droits. Et c'est pas le tennis en gros qui négocie, donc en fait, c'est un peu chacun de son côté qui va négocier à droite à gauche. Bah, ouais, mais Et dans ça, un petit tournoi pareil, je sais pas si ça intéresserait, bah, si c'était en fait pareil. packagé, potentiellement, ça pourrait aller. Aussi, la vieille marotte de la fusion ATP, WTA, est-ce que ça pourrait Mmh. changer quelque chose? Bah, mais non, mais en fait, les petits tournois, c'est même pas ATP-WTA puisque Oui. c'est ITF, donc Mmh. ça. Ouais, là, donc là, on en revient encore à autre chose, c'est qu'en fait, il y a 3 institutions différentes qui se font un peu la guerre. Mmh. Mais, en fait, moi, l'idée que je pourrais avoir, ça serait de faire en sorte enfin, je sais que c'est compliqué, c'est vraiment utopique, c'est de faire en sorte qu'il y ait qu'une seule organisation qui gère le tennis et qui va avoir, en fait, les différents, et qui vend le tennis, en fait. C'est juste un seul et même bloc, c'est plus tennis féminin, tennis masculin, et cetera. C'est le tennis, on vend ça, c'est notre produit. Et je pense que ça permettrait d'augmenter. J'avais vu des articles où tu avais, Bernie Ecclestone, donc quelqu'un qui gérait aussi la F1, mais il y a plus longtemps, qu'avant Liberty Media. Et lui qui disait qu'il serait intéressé pour reprendre pour gérer le tennis. Mais en gros, lui, il voudrait que tout fusionne, quoi. Parce que Mmh. c'est beaucoup plus simple ensuite pour vendre le produit tennis. Parce qu'en fait, c'est perçu comme un produit, hein, à diffusion des droits. Et, et ouais, il dit que le tennis actuellement en fait ne peut pas s'en sortir selon lui parce que c'est trop segmenté en fait. C'est à droite, à gauche, etc., quoi. C'est Bah, ouais, enfin, ce serait possible, par exemple, aux alentours de la. Ça serait bien pour les gens qui sont aux alentours de la 300, 400e place, mais après, quand tu Mm. regardes, par exemple, moi, j'étais encore super jeune. Oui. Mm. Voilà, à 900, tu vois, il y en a qui vont encore à l'école. Enfin, c'est Ouais, vraiment ouais. compliqué parce que et puis même, franchement, il y a des gens, quand tu vois sur les ITF, qui sont là parce qu'ils savent pas quoi faire d'autre de leur vie. Enfin, faut être honnête. Il y en a qui ont, c'est un peu ce que Tim disait l'an dernier, là, quand il disait qu'il fallait Oui. augmenter, Oui, quand le il y a eu fonds de cette pension. polémique, là, quand il y Oui, a oui, eu le fonds de cette pension. polémique comme quoi il fallait, pour les joueurs qui gagnaient pas autant, et que Tim disait, mais il y a tellement de joueurs qui sont là juste parce qu'ils ont de l'argent et qui savent pas quoi faire d'autre de leur vie, et ça, c'est vrai. Et il a raison, Tim, dans ce qu'il disait, c'est que on peut pas non plus, enfin voilà, et le problème du tennis, c'est ça aussi, c'est que tu as des gens qui espèrent ou enfin, qui ont beaucoup d'argent et qui savent pas quoi faire, quoi, et qui font des tournois au fin fond du monde. Enfin voilà, donc c'est pour ça que c'est hyper compliqué de rémunérer les joueurs de tennis. Mm. Ok, ok. Ouais, c'est ça que j'avais jamais pensé à ça. Parce que bah, toi, tu l'as vu pour le coup Bah ouais, parce que moi je quand t'as faisais fait le ces tour, petits quoi. tournois là. Moi je faisais au début ces petits tournois, surtout quand tu commences et que enfin, voilà, tu veux remporter tes premiers points ITF et tout, bah tu te rends compte qu'il y a un peu de tout et limite de n'importe quoi. Donc c'est pour ça que c'est compliqué en fait de rémunérer et de te dire voilà, à partir de bah il y aura t'auras un minimum ou un petit salaire ou quelque chose parce que c'est impossible ou alors faudrait mettre carrément bon à partir de 500 ou 400 ou 300 bah voilà au moins t'as un minimum mais pour les autres c'est pas possible quoi quand tu étais à 800 comme moi c'est pas possible ça aurait pas été Ouais. juste pour les autres quoi.
Effectivement, effectivement. Parce que là, en fait, je voulais parler de ça parce qu'en fait, je sais pas si tu as vu, tu as le président de l'ATP, mais bon, c'est un peu pareil pour la WTA, tu as les mêmes problématiques, qui disait que pour lui, en fait, il fait un aveu d'échec et il dit tout simplement qu'il y a aucun moyen pour que même le circuit challenger soit rentable, en fait, que ça intéresse Mm. pas assez. Et tu vois, avec sa position de boss de l'ATP, sortir ce genre de discours, tu dis qu'en fait, que on s'en sort jamais si même le mec qui gère ça a déjà baissé les bras, quoi. Ouais, c'est vrai, mais après, enfin, moi, je l'ai vu, donc je comprends Mm. pourquoi il dit ça. C'est parce que, bah, il y a des gens enfin, ouais, c'est un OK, milieu ouais, mais c'est hyper intéressant de parler avec différent, quoi. entre guillemets, des insiders, quoi, des gens qui ont vécu Mm. ça, parce que moi, en tant que spectateur, j'ai une vision différente, mais qui est en fait fausse, ou du moins qui est idéalisée, en fait. Mm. Non, mais le raisonnement, il est bon, mais après, dans la réalité, c'est que, voilà, il y en a qui, pas qui méritent pas, mais enfin, ce serait peut-être de Mm. l'argent perdu, quoi, de rémunérer tous les joueurs mieux. Mm. Voilà. Ok, ok, ok. On va peut-être refermer cette page économie tennis, qui est assez compliqué au final de trouver des réponses Ouais. là-dessus. Enfin, je vois ici, je pense on se casse les dents dessus, on n'est pas les seuls. Mm. J'aimerais parler un peu des différences tennis féminin et tennis masculin. On voit qu'il y a un intérêt depuis quelques années, notamment avec l'âge d'or du tennis masculin, bah, enfin cet âge d'or-là avec le Big Four, etc., qui a un peu tout vampirisé et, Mm. euh, et qui a pris une part belle sur le tennis féminin. Est-ce que pour moi j'ai une question, c'est une de mes explications, c'est les matchs en 5-7. En fait, t'as pas de match en 5-7. On sait qu'au tennis, les matchs masculins, on parle souvent des matchs en grand chelem, des matchs au meilleur de 5 manches. Est-ce que tu penses que ça pourrait être une voie pour le tennis féminin de mettre au moins genre les finales de grand chelem en 5-7? Honnêtement, je sais pas. Je Je sais sais pas. pas. J'ai pas trop d'avis là-dessus parce que, je sais pas. Franchement, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Je saurais pas Ok. quoi dire. Oui, pourquoi pas, à essayer. Enfin, ils ont déjà essayé de changer un peu certaines règles, à essayer, à voir, je sais pas. Ok. Parce qu'en C'est fait, le que, raisonnement, encore une fois, c'est que les gens se souviennent souvent des matchs longs, ouais. fait, qui vont avec des scénarios un peu rocambolesques, 2-7-0, retour, etc. Et c'est ça qui marque en fait, même dans le tennis masculin. Donc je me disais que pour appliquer un peu cette formule-là, cette recette-là au tennis féminin, ça serait potentiellement viable. Enfin, selon moi, encore une fois, j'ai pas, c'est un avis, hein, mais je dis que ça pourrait Ouais, être peut-être. une solution, quoi. Ouais, peut-être, pourquoi pas. Après, j'ai peur que si on met ça chez les filles, ça devienne un peu n'importe quoi. Parce que c'est quand même c'est vachement, C'est physique. physiquement, c'est quand même, Ok. ouais, c'est quand même autre chose physiquement. Et, alors je dis pas on est forcément moins forte physiquement, c'est Mhm. sûr. Mais j'ai peur que ça donnerait un peu, peut-être peut-être un peu n'importe quoi. Je sais pas, honnêtement, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. À voir, Ouais, à parce que essayer, oui, pourquoi pas, hein. c'est l'argument des fois qui revient, mais les joueurs sont même quand même de plus en plus entraînés. Je vois une Maria Sakkari qui, quand tu vois ses Ah oui, oui, entraînements, non, mais, ah oui, mais c'est physique quand même. Enfin, c'est pas hmm, parce qu'on joue oui, en oui, 2-7 que c'est pas oui, physique oui, ou quoi, clairement. Ouais. mais c'est plus sur, ouais, l'aspect, sur la durée, quoi. Ouais. Ouais, tu aurais peur que le cinquième set, après, le tennis masculin, des fois aussi, le cinquième set, les mecs, ils Mm. craquent aussi. Enfin, mais là, Bah oui, ça oui, aurait oui. tendance à plus arriver encore, quoi. Genre, ça serait Ouais, vraiment du coup, peut-être. ça fait un peu, de toute façon, les filles, elles sont tendues physiquement, ce que j'ai dit, mais je sais pas, franchement, honnêtement, à voir. Ok, ok. Oui, parce qu'après J'ai aussi, jamais vu bah. ça. hmm. Et je me dis, je sais que j'ai peut-être une lacune là-dessus, mais je sais pas si historiquement ça a déjà été essayé ou pas en Ah, Grand Chelem, peut-être ailleurs, mais. il me semble que ça a été essayé, mais pas sur à vérifier, je sais pas. Ok. Et on va peut-être terminer juste en revenant sur le tournoi américain, enfin l'université américaine. C'est quoi Mm. ton meilleur souvenir là-bas? Ce que tu retiendrais En tennis ou genre en bah, comme tu global? veux, carte blanche, ou les deux, hein, comme tu veux. Alors tennis, je sais, mais alors en global, je saurais pas. Je saurais pas dire parce qu'il y a eu tellement de bons moments. Mais en tennis, moi je me souviens, c'était ma première année. C'était premier match de conférence et en fait on était une toute nouvelle équipe. On était quatre freshmen, donc on arrivait un peu comme ça et on était. Les gens savaient que voilà l'équipe elle se renouvelait un peu et qu'il y avait des meilleurs éléments que les années précédentes et on jouait contre Baylor qu'on n'avait jamais battu depuis 10 ans je pense. Et on menait 3-2
On menait 3-2 et il restait moi et ma teammate. Et moi, je perdais 7-6, 5-2, 45 et on menait 3-2 et ma teammate perd. Donc ça fait 3 partout, donc ça tombe sur toi. Oui. Et là, je me dis, bon, c'est 5-2, 45, on est mal parti. Et franchement, c'était un match que, voilà, on devait gagner, on était censé gagner, même si on avait une équipe un peu plus jeune, on était censé gagner. Et alors, je sais pas comment, et j'ai fini par gagner. J'ai gagné derrière Ok. 7-5, 6-3, et c'était vraiment un moment incroyable. Enfin, c'était super parce qu'il y avait plein de monde qui était là. Ouais, t'es le dernier match, donc tout le monde regarde ça à la fin, quoi. Ouais, et c'est vraiment, en fait, on le voit, quand on est de l'extérieur, enfin, quand on n'est pas en universitaire, on voit souvent les joueuses qui sont alignées sur le terrain et qui attendent et tout. Et là, c'était vraiment le cas. Et il y avait beaucoup de monde derrière. Je me souviens, il y avait le directeur de l'athlétique qui était là, parce que c'était le premier match de conférence avec une toute nouvelle équipe et tout. Et on avait commencé le match à 13h et je me souviens qu'à 17h30, j'étais toujours sur le court. Donc ça avait duré hyper longtemps et il n'y a pas les avantages. On joue sans avantage aux Ah US. ouais, ok. Donc c'était vraiment un long match. Et c'est vrai que je commençais à être vraiment fatiguée et c'était incroyable. Enfin, l'émotion après, à la fin du match, c'était génial, quoi. Je me souviens qu'on m'avait jeté le seau de Gatorade sur le dos. Enfin, voilà. Alors Allez. qu'on était au mois de février, qu'il faisait 10 degrés. Ok, ouais. Ah, donc c'est vraiment le moment où t'as vécu le côté positif de l'aspect équipe à son Ouais. paroxysme, quoi. Ouais, ça c'était génial. Et après, du coup, on avait réussi à se qualifier pour le tournoi, donc les NCL, donc les nationales et tout. Et c'était génial. On était parti à Chicago. On avait toute l'équipe média qui nous avait suivis, enfin, qui prenait des livres tout le temps. C'était super. Non, franchement, c'était super. Ok, ok. Et donc quand tu dis tour NCA, c'est élimination directe à ce moment-là? Ou c'était aussi un Ouais, c'est championnat élimination directe, ouais. élimination Ouais, non, c'est directe? Ok, élimination ok. directe. En fait, il faut que tu te qualifies pour les NCA et t'as en individuel et en équipe. Et le bracket, il est quoi? Ça commence à quel tour à peu Alors, près, tu sais ou pas? Enfin, tu t'en souviens? il me semble qu'il y a une quarantaine d'équipes qui sont sélectionnées. Ensuite, tu as le premier week-end où tu as des poules. Le premier Ok, enfin, des poules. Disons que tu as 4 équipes le premier week-end et les 2 vainqueurs de la première journée se jouent. Et les 2 perdants de la journée se jouent, mais les perdants, enfin, c'est fini, quoi. C'est juste pour leur faire un match. Et après, tu ok, accèdes au Sweet 16, je crois, ou quelque chose. Je sais plus. toutes les équipes sont réunies au même endroit, c'est ça? Non, non. En Non? fait, tu as des universités des hosts. Qui accueille? Ouais. Ouais, qui accueille, voilà. Et il y a 4 équipes, en fait. Et, Oh. et après, la Ok, dernière ok. étape, l'an dernier, par exemple, c'était à Orlando, donc à l'USTA, là, un peu la fédé américaine. Mhm. Donc, c'est là-bas. La dernière semaine, c'est là-bas et c'est le tableau final, quoi. Ok. Ce tableau final, c'est juste le Final Four ou il y a plus d'équipes? Ah, je sais Tu pas s'il y sais? a. Il faudrait regarder, mais il me Ouais, semble qu'il ok, ok. y a peut-être 8 équipes, je pense. Ouais, peut-être 8 équipes. 6 ou 8. Il faudrait regarder. Ok. Et en dehors du tennis, tu as eu le temps de réfléchir ou là, non, ça c'est pas venu. Euh, Bah, pareil, la première année, c'est mon premier tournoi. Je suis allée à Malibu. C'était trop bien. C'était génial. J'étais Ok. allée à Pepperdine. Et bon, c'est pareil, c'était un peu tennis, mais c'était mon premier tournoi. Et franchement, j'en garde un super souvenir. Premier tournoi, j'ai joué à Pepperdine, donc c'est Malibu, et c'était génial. Et après, il y a eu plein de bons moments avec l'équipe. Enfin, un moment, ce serait compliqué à dire le meilleur moment, quoi. Hmm. Ok, ok. Ouais, c'était l'ambiance générale qui était quand même très Mm. sympa pendant ces 4 ans, quoi. Ouais, c'est génial, ouais. Ok. Bah écoute, merci d'être passé dans le podcast et puis bah je te Bah, dis merci peut-être de à une m'avoir prochaine écouté. fois. Hop là. Ok, ça marche. Si vous êtes encore ici, c'est que vous êtes arrivé au bout de l'épisode et donc j'aimerais bien avoir votre avis sur ce parcours qui est le championnat universitaire américain. Et même, est-ce que vous saviez que des joueurs comme John Isner, Kevin Anderson, Cameron Norrie avaient suivi ce parcours? Pour aller plus loin, je vous invite également à écouter le premier épisode de ce podcast avec Julien où nous évoquions les conséquences de ce championnat universitaire américain sur le niveau de jeu en futur et en challenger. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus.